Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire du 9 novembre 2022 sur le thème des solutés de remplissage per anesthésie. Je suis Charline Beach, infirmière anesthésiste à l'hôpital d'instruction des armées de Toulon. Je serai accompagnée d'Anne-Laure Lepilleur, cadre de santé IAD à l'hôpital d'Ancenis, et du professeur Johannes Boyau, médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Bordeaux. Nous allons dans un premier temps écouter un diaporama sonorisé qui a été préparé par le professeur Johannes Boyau et à l'issue, nous pourrons avoir un temps d'échange où vous nous poserez vos questions en live. Donc, je vous laisse écouter attentivement le diaporama sonorisé du professeur Johannes Boyau. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis le professeur Olivier Joannès Boyau. Je suis le chef du pôle d'anesthésie et réanimation au CHU de Bordeaux. Donc, on m'a demandé dans les 25-30 minutes qui suivent de vous parler du remplissage vasculaire au bloc opératoire. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça. On pourrait disserter longuement sur ce sujet. Donc, j'ai été obligé de faire des choix. Mais comme ça laissera ouvert les questions pour la post-présentation. Donc en fait, le remplissage vasculaire au bloc opératoire, ou le remplissage vasculaire dans son ensemble, c'est deux questions en une. C'est combien je vais remplir et c'est avec quoi je vais remplir. Donc le combien, bah, vous voyez, on va se retrouver rapidement dans une courbe en U qu'on verra après, hein, comme d'habitude. Trop, c'est pas bien, pas assez, c'est pas bien non plus. Et puis quelle soluté? Eh bien, vous voyez que au cours de la vie, on va utiliser des solutés différents, hein. On va tous commencer par celui-là, puis après, en fonction des goûts, on va avoir des utilisations de solutés un peu différents, et malheureusement, on finira tous avec celui-là. Et bien, pour le remplissage, c'est pareil. Alors, on avait écrit un papier avec quelques camarades alors, sur le remplissage dans le choc septique, mais je pense que ça, une partie s'applique à l'ensemble des solutés et du remplissage vasculaire. Puisqu'en fait, c'est comme pour les autres médicaments, c'est comme pour les autres antibiotiques, par exemple. Eh bien, il faut choisir le drug, la bonne, c'est les 4 D, hein. Drug, il faut choisir le bon médicament. Dosing, il faut choisir la bonne dose, évidemment. Duration, il faut choisir le temps pendant lequel on va utiliser ce médicament. Et de-escalation, dire dès qu'on peut, il faut soit l'arrêter, soit réduire pour les antibiotiques, par exemple, passer un antibiotique à un moins large spectre. Donc ça, je pense que ça s'applique effectivement à l'ensemble du remplissage vasculaire, comme à l'ensemble des médicaments. Alors en anesthésie, puisque c'est un petit peu ce dont on va parler, le bloc opératoire, d'abord, il faut savoir quelles sont les conséquences de l'anesthésie. Alors, les conséquences de l'anesthésie, c'est évidemment les produits qu'on utilise et qui vont amener une vasodilatation artério-veineuse, plus importante sur le plan veineux qu'artériel pour le moment, avec une augmentation de la capacitance vasculaire et donc une séquestration de volume. Pour contrecarrer ça, avant, on faisait plutôt du remplissage. On se disait, le patient est hypovolémique, on appelait ça une hypovolémie relative, puisque ce n'était pas une hypovolémie vraie, le volume n'avait pas changé. En revanche, l'augmentation de la capacitance avait fait une séquestration de volume. C'est probablement pas la bonne solution, évidemment, on reverra plus tard, mais il n'y a pas véritablement de perte de volume, donc il n'y a pas de nécessité de remplissage. Alors, les vasopresseurs, ce serait effectivement une bonne indication, puisque on a une vasodilatation. Mais les vasopresseurs vont surtout être actifs sur le secteur artériel et donc faire monter la pression artérielle. En revanche, ils vont être peu actifs, même s'ils le sont un peu, sur la capacitance veineuse. Donc ils vont peu mobiliser le volume séquestré pour le ramener. Or vous savez que ce qui va faire aussi baisser la pression artérielle, c'est la baisse du débit cardiaque. Baisse du débit cardiaque qui est engendrée par la baisse du remplissage du ventricule gauche, lui-même engendrée par une baisse du remplissage des cavités droites, elle-même engendrée par une baisse du retour veineux. Donc ces vasopresseurs vont améliorer la pression, mais pas véritablement le remplissage des cavités cardiaques, donc le débit cardiaque. Et ça, ce sera plutôt par une récupération du volume sanguin séquestré, et donc pourquoi pas la compression externe. Donc ça, vous savez, ça avait été utilisé dans le SAMU par le pantalon anti-choc. C'est utilisé actuellement un petit peu avec la compression pneumatique intermittente que l'on met notamment dans la chirurgie bariatrique.
et qui, pour ma part, semble assez efficace, ne serait-ce que par une intuition clinique ou pour avoir fait de la chirurgie bariatrique pendant longtemps, avec des patients qui en plus sont en proclive, et donc avec une double séquestration du volume sanguin dans le bas du corps, et par la capacitance veineuse augmentée et par le proclive, et bien finalement on a l'impression que cette compression pneumatique intermittente permet de remobiliser une partie du volume et d'avoir une hémodynamique plus stable chez ces patients opérés de chirurgie bariatrique. Donc probablement une piste à explorer dans le futur. Donc on en revient à quoi sert le remplissage vasculaire. Eh bien, son objectif premier est de restaurer la volémie. Donc on n'utilise pas ce remplissage vasculaire s'il n'y a pas une diminution de la volémie. Alors, de quelle volémie on parle? Bien évidemment, quand on regarde les compartiments liquidiens dans le corps, la seule volémie sur laquelle on va avoir un petit peu d'action est le volume sanguin, qui, je vous le rappelle, fait à peu près un 13e du poids du corps, soit à peu près 9%, entre 7 et 10%. Et donc, c'est 3,5 litres, voire un peu plus. Donc, on voit bien que nous, on va agir sur très peu. Sur très peu, pour quelqu'un qui a à peu près 42 litres d'eau à l'intérieur de son corps. Donc on va peu agir sur le volume extracellulaire et on va encore moins agir sur le volume intracellulaire, sauf à utiliser des solutés hypotoniques, on le reverra un peu plus tard. Donc on va agir que sur ce volume-là, et il ne va falloir agir que sur ce volume-là, évidemment, s'il y a une perte de ce volume. Donc le débat qui a agité pas mal le Landerneau du bloc opératoire pendant des années a été le libéral ou le restrictif. Alors comme d'habitude en médecine, c'est l'affaire du balancier. On est parti de libéral, où on a vu que, oui, de laisser couler 500 millilitres dès qu'on faisait une induction pour compenser cette hypotension post-induction était probablement pas la bonne technique et que le remplissage à tout crin au cours de l'intervention, même sans perte de volume, conduisait à de l'hypervolémie et par la suite des conséquences sur le transit, sur l'œdème des parois du tube digestif, sur l'insuffisance rénale due à un œdème du rein, etc., etc. Donc comme d'habitude, tant que le pendulier s'est inversé, on est parti sur le restrictif. Et alors le tout restrictif. Donc on serre partout, on met des vasopresseurs, quitte à des fois en mettre sur du patient hypovolémique, ce qui est évidemment délétère. Et on se retrouve avec des patients qui sont parfois en hypovolémie. Et donc là aussi, on va causer de l'hypoperfusion, de l'inflammation, voire de l'insuffisance rénale là aussi, mais pas sur l'hypervolémie, évidemment, sur le versant hypovolémique. Donc l'objectif étant évidemment de rester en normovolémie. Alors une grosse étude va probablement réinverser le système de valeurs, comme souvent en médecine, sur cette étude-là des Australiens et Néo-Zélandais qui comparaient le restrictif versus le libéral dans la chirurgie abdominale majeure. Et dans cette étude, qui compare quand même deux groupes bien distincts, il y a un groupe où on va faire du 5 ml/kg de remplissage à post-induction versus du 10 ml/kg dans le groupe libéral et qui, en paire et en post-op, va avoir un double remplissage, enfin double niveau de remplissage dans le groupe libéral versus le groupe restrictif, avec du 0,8 ml/kg par exemple pour le restrictif versus 1,5 ml/kg pour le groupe libéral. Bon, niveau qu'on pouvait adapter en fonction du monitorage hémodynamique, bien sûr, ou des signes d'hyper ou d'hypovolémie. Mais globalement, quand on regarde les deux groupes, on voit clairement que les volumes utilisés sont le double ou presque le double dans le groupe libéral versus le groupe restrictif. Et vous voyez que c'était sur quand même près de 3000 malades, ce qui n'est pas rien. Et qu'est-ce qu'ils ont retrouvé évidemment entre ces deux groupes? Eh bien, une augmentation de l'infection du site chirurgical dans le groupe restrictif et une augmentation de l'insuffisance, de l'incidence de l'insuffisance rénale dans le groupe restrictif. Et donc, pour cette étude,
il valait mieux être dans le groupe libéral. Donc évidemment, comme d'habitude, on ne va pas repartir sur du tout libéral. En revanche, on voit bien que de plus en plus, on va faire de la médecine personnalisée, et donc il va falloir tenir compte de toutes ces problématiques, de le type de chirurgie, du type de patient, on verra des comorbidités, etc. Donc, évidemment, le tout restrictif, ce n'est pas le bon choix, le tout libéral non plus, il va donc falloir s'adapter au contexte. La chirurgie abdominale majeure se prête bien au remplissage vasculaire parce qu'évidemment, il y a des pertes importantes quand le ventre est ouvert, il y a des saignements, etc. On n'aura pas du tout la même politique sur de l'ORL ou de l'ophtalmo, bien sûr, par exemple, ou de la neurochir ou d'autres chirurgies. Donc voilà, adaptation en fonction de la physiologie et du patient et de la chirurgie. Alors comment est-ce qu'on va mesurer la volémie du patient? Donc il va y avoir beaucoup d'astuces, beaucoup de monitorage. On ne va pas s'étendre parce qu'on pourrait y passer 2 heures sur le monitorage. Mais il y a par exemple quelque chose d'assez simple, hein, le passive leg raising qu'on connaît, qui est beaucoup utilisé en réanimation et qui peut être aussi fait au bloc dans certaines conditions. Donc vous voyez qu'il faut le faire dans de bonnes conditions. L'idéal étant un patient qui est évidemment dans cette position en 45 degrés relevé au niveau de la tête et les jambes à plat, et puis qu'on va inverser cette procédure en mettant le dos à plat et les jambes en l'air. Ce sera moins efficace si on part de la position horizontale et ce sera encore moins efficace si on fait du Trendelenburg. Pourquoi? Bien parce que là on va remplir avec un maximum du volume, c'est-à-dire environ 300 millilitres. Être moins, donc ça va être plutôt 200 millilitres qui vont servir de remplissage, de récupération en fait du volume séquestré dans les membres inférieurs. Et avec du Trendelenburg, une grosse partie va partir dans le système cave supérieur, donc dans la tête, et donc ne va pas servir au remplissage des cavités cardiaques, et donc il ne va rester là encore que 150 millilitres environ, donc beaucoup moins efficace en termes de test de remplissage pour voir si c'est efficace. Évidemment, ce test-là, comme un test de remplissage externe avec du volume, va devoir, pour être efficient, être monitoré. Si on monitore que sur la pression, on le sait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une mauvaise corrélation entre la volémie et la pression artérielle, étant donné l'ensemble des caractéristiques qui font la pression artérielle. Donc il va falloir monitorer sur autre chose. On peut monitorer avec l'échographie des cavités cardiaques, on peut monitorer avec un monitorage du volume d'éjection systolique. Alors plutôt évidemment la thermodilution si on veut être très précis. Le contour de l'onde de pouls malheureusement sera imprécis dans tout un tas de contextes, hein, l'arythmie cardiaque, du fibrillation auriculaire par exemple, si on met des doses importantes de noradrénaline, etc. Après, il peut nous rester aussi ce qu'on appelle le end-tidal CO2, c'est-à-dire la valeur du CO2 expiratoire qui est pas mal corrélé au débit cardiaque et donc au remplissage des cavités cardiaques. Donc ça peut être aussi une solution. Quoi qu'il arrive, je vous rappelle que toutes ces machines n'ont pas de cerveau et que donc il va falloir utiliser le vôtre pour adapter au mieux la volémie avec le système de monitorage que vous aurez trouvé. Donc voilà, ça c'était la partie numéro 1. Quand remplir, quel volume remplir. Vous voyez que c'est pas simple, que dans l'absolu, il faut utiliser le remplissage vasculaire pour corriger une hypovolémie, donc restaurer la volémie, et pas une hypovolémie relative, hein, une hypovolémie vraie. Et également, il faut utiliser du monitorage quand on peut, si il est difficile de connaître exactement le statut volémique du patient. Deuxième paramètre, on l'a vu, après combien, avec quoi on va faire du remplissage vasculaire. Et donc la première chose importante à avoir en tête, c'est que les solutés sont des médicaments. Ils sont référencés comme tels à la pharmacie. Et donc, autant il ne vous viendrait pas l'idée d'utiliser des médicaments sans reconnaître les posologies et les caractéristiques, et bien là c'est pareil. Donc quand on utilise un soluté, il faut connaître, évidemment, c'est ce qu'on avait mis dans notre papier sur le 4D, hein, il faut reconnaître la composition, évidemment. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans, quelle dose on doit utiliser, etc. etc. Donc le choix du soluté, il va dépendre de plusieurs caractéristiques, hein. Quelles sont les pertes,
puisqu'on compense un volume, comment est l'hémodynamique, comment est la perméabilité capillaire, puisqu'évidemment une partie va fuir dans le système interstitiel, et quels sont les critères qualitatifs, la pression oncotique du soluté, est-ce qu'il y a des œdèmes, l'équilibre acido-basique, les troubles électrolytiques, les troubles de la coagulation, l'état cérébral, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a comme soluté à notre disposition? On va avoir des colloïdes qui vont se différencier en deux groupes, les naturels, comme l'albumine, et puis les artificiels, comme les hydroxyéthylamidons, les dextrans et les gélatines. Puis on aura le groupe des cristalloïdes, qui lui va se différencier en salé, le salé isotonique, appelé salé 0,9%, les solutés balancés, et le bicarbonate de sodium qui a une place un petit peu à part. Vous voyez qu'ici, on ne parle pas du globule rouge, donc des concentrés globulaires, puisqu'ils vont servir uniquement à compenser une perte sanguine importante avec une hémoglobine basse. Et on ne parle pas non plus du plasma ou des plaquettes, puisque ce ne sont pas des solutés de remplissage. Alors, vous voyez qu'en fonction du choix du soluté, son volume d'expansion, sa capacité d'expansion volumique va être différente pour un même volume. Les cristalloïdes, évidemment, vont avoir une petite capacité d'expansion volumique. Tout ce qui est concentré, comme le sérum salé hypertonique ou le salé hypertonique avec des hydroxyéthylamidons vont avoir des capacités bien supérieures d'expansion volumique, bien sûr, au même titre que l'albumine ou les macromolécules autres, donc les colloïdes. Donc dès 2016, nous avions fait des recommandations formalisées d'experts avec l'ASFAR, sur lesquelles nous avions déjà exprimé nos craintes sur les HEA, notamment réanimation, même au bloc opératoire, où quand même le saignement grave restait une indication. Mais vous savez qu'il y a eu une étude importante, l'étude Flash, par mon ami Emmanuel Futier, de Clermont-Ferrand notamment, une étude multicentrique qui montrait que même au bloc opératoire, dans des situations d'hypovolémie, eh bien, les HES ne faisaient pas mieux que les cristalloïdes, le salé à ce moment-là, 0,9%, et même augmenter les risques, vous voyez, d'insuffisance rénale. Là-dessus, l'Agence européenne des médicaments a interdit en mai 2022 l'utilisation des hydroxyéthylamidons, quel que soit le contexte, en raison d'une utilisation à l'heure actuelle encore trop souvent hors recommandation, avec des risques d'effets adverses. Donc voilà, donc c'est fini, on ne peut plus utiliser les HEA, ni au bloc, ni en réanimation. Donc ce n'est pas une raison évidemment pour revenir à ce qu'on n'utilisait plus. Bon, les dextrans sont interdits, mais à revenir aux gélatines par exemple. Gélatines qui avaient été abandonnées au profit des hydroxyéthylamidons car elles ont évidemment les gélatines les mêmes risques que les hydroxyéthylamidons, surajouté du risque anaphylactique bien connu. Donc il n'y a aucune raison, maintenant qu'on ne peut plus utiliser l'hydroxyéthylamidon, de repasser aux gélatines. Donc on ne les utilise pas non plus. Nous reste l'albumine dans les colloïdes, puisque les autres, donc on ne peut plus. L'albumine qui, sur cette grosse étude, l'étude SAFE, une étude qui a été faite pour montrer que l'albumine n'était pas délétère, hein, attention, pas pour montrer que l'albumine avait un intérêt dans le remplissage, eh bien, cette étude SAFE nous montrait que l'albumine, effectivement, faisait comme le salé et n'avait pas d'effet secondaire, parce qu'à l'époque, l'albumine était très décriée, et c'est pour ça qu'il y avait eu cette grosse étude, l'étude SAFE. Mais maintenant, ce n'est pas une raison non plus pour l'utiliser à tout bout de champ. L'albumine, dans toutes les recommandations, est clairement limitée aux patients hypoprotilémiques, donc hypoalbuminémiques. Et il ne faut pas commencer à remplacer les HEA par de l'albumine, évidemment, pour plein de raisons pour lesquelles on ne va pas s'étendre ici. Donc il nous reste les cristalloïdes. Donc le plus utilisé d'entre eux, évidemment, qui est le salé à 0,9%, aussi appelé sérum physiologique. Donc souvent j'aime bien poser cette question en congrès ou ailleurs, c'est quel est le pH d'une solution de sérum physiologique? Et donc là, en général, la réponse est
souvent assez surprenante. Vous voyez que moins de 50% des gens, en général, savent que le salé à 0,9% est plutôt à 5, entre 5 et 6 de pH. Alors, certains ne me croient pas, donc quand c'est pas marqué sur la poche, parce que si vous regardez sur la poche de NaCl, vous verrez que c'est effectivement marqué. Et donc, sinon, vous pouvez mettre comme moi une petite bandelette à l'intérieur, et vous verrez que effectivement le pH est à 6 ou inférieur à 6. Alors, et ce n'est pas évidemment à cause de la composition véritablement du soluté, puisque le pouvoir de dissociation de l'eau, du sodium ou du chlore, c'est à peu près identique. En fait, ce qui va jouer, c'est la décomposition du phtalate du phtalate des poches et surtout la dissolution du CO2 dans les poches. Donc en fait, plus les poches vont être stockées longtemps, plus elles vont être acides. En sachant que les autres poches, en dehors du bicarbonate évidemment, qui souvent est conservé en bouteille de verre, les autres poches auront les mêmes problèmes. Et donc ce n'est pas à cause de l'acidité des poches que ça pose un problème, on verra après, puisque environ tous les solutés vont avoir un pH qui va osciller entre 5 et 6, pour les mêmes raisons. Non, en revanche, le salé, clairement, est acide, bon, ça c'est sûr. Il est hypertonique et pas isotonique, contrairement à ce qu'on pourrait dire, parce que l'isotonicité du plasma, c'est plutôt aux alentours de 290-295, donc il est légèrement hypertonique. Ce n'est pas du sérum, et évidemment, il n'est pas physiologique, puisqu'il contient 154 millimoles de chlore et 154 millimoles de sodium, ce qui dépasse évidemment très largement les concentrations physiologiques de ces deux ions, qui est aux alentours de 135-140 pour le sodium et de 100-105 pour le chlore. On rajoute à ça que 1 litre de NaCl, c'est évidemment 9000 mg de sodium. Et que vous voyez par exemple dans un Big Mac frites, vous avez 1500 mg de sodium. Donc vous envoyez environ 6 Big Mac frites dans les veines de vos patients quand vous faites du NaCl, ce qui fait beaucoup de sodium. Mais le problème n'est pas véritablement le sodium, comme l'ont montré il y a bien longtemps nos amis cardiologues, où vous voyez là, pour voir ce qui pouvait augmenter les risques d'hypertension, ils avaient pris un groupe contrôle, un groupe qui salait la nourriture avec du bicarbonate de sodium et un groupe qui salait avec du chlorure de sodium. Et évidemment, c'est les patients qui salaient avec du chlorure de sodium qui avaient la pression artérielle la plus haute. Donc le problème ne vient pas du sodium, le problème vient du chlore. Et c'est pourquoi il vaut mieux utiliser plutôt des solutés balancés. Donc vous voyez ici la composition du plasma, vous voyez que le NaCl 0,9% n'est pas physiologique puisque c'est clairement hypertonique et salé surchloré. Et en revanche, il vaut mieux utiliser ici les différents solutés balancés que nous avons. Évidemment, la première chose qui m'est rétorquée par plein de gens, les internes ou autres, depuis que je présente ce topic, c'est le potassium. Mon Dieu, il y a plein de potassium dans ces solutés. Et ce à quoi je réponds invariablement, je m'en fous. Et je m'en fous pourquoi? Alors, on va revenir à un truc très basique, hein, qui sont les mathématiques de troisième, pour que les gens comprennent très vite. Donc nous avons 6 litres 200, mettons, hein, quelqu'un de gros, on va dire, pour faciliter les calculs. On a vu que c'était plutôt 3 litres, 3 litres 5, parce qu'il y a les femmes et les enfants, mais bon, 6 litres, voilà. 6 millimoles par litre de potassium. On peut appeler ça une hypercalémie. Quand on est à 6, on commence à être hypercalémique. N'écoutant que mon courage, je vais lui perfuser 2 litres de ringer lactate qui contient 4 millimoles par litre de potassium. Nous avons donc 36 millimoles de potassium dans le patient, en intravasculaire bien sûr, hein, je ne parle pas du potassium en intracellulaire, et nous lui rajoutons 8 millimoles avec ces 2 litres. Mais nous avons maintenant 8 litres dans le patient et 44 millimoles. Et donc nous allons avoir une calémie chez le monsieur ou la dame à 5,5. En perfusant un soluté qui contient du potassium, eh bien je vais diminuer la calémie. Ah, c'est de la magie. Ben non, c'est pas de la magie, c'est des mathématiques. Alors dans ce cas-là, on me dit, oui, mais les 2 litres vont fuir en interstitiel. Oui, bien sûr qu'ils vont fuir en interstitiel, mais ils vont pas fuir tout seuls. Ils vont pas juste, dès qu'on va les injecter, sortir juste du ringer lactate. Non, ils vont d'abord se mélanger
au flux sanguin, et ensuite qui va sortir dans l'interstitium, eh bien, dans le système interstitiel, eh bien, c'est de ces 8 litres mélangés qui contient 5,5 mmol par litre de potassium. Alors, certains ne croient pas aux mathématiques, bon, je veux bien. Donc, on a fait des études. Et donc, vous voyez cette étude sur des greffés rénaux. Donc, quand on est greffé rénal, on ne peut pas réguler ces ions, évidemment, puisqu'il n'y a plus de rein. Et bien, vous voyez que les patients qui ont reçu du ringer lactate vont être ceux qui vont avoir le moins d'hypercalémie, comparé au salé, qui pourtant ne contient pas de potassium. Et ça, c'est dû aux échanges d'ions qui vont être faits avec l'intracellulaire. Vous savez, il y a entre 120 et 140 millimoles de potassium en intracellulaire. Donc c'est ces échanges et c'est l'acidose hyperchlorémique engendrée par le salé qui va générer ces hypercalémies. Donc non, ce n'est pas grave qu'il y ait un peu de potassium. Et globalement, si la calémie du soluté que l'on injecte est inférieure à la calémie du patient, il n'y a pas de risque d'aggraver la calémie. Alors après, il y a plein d'études sur les solutés balancés, évidemment, qui ont montré qu'on augmentait l'hypertension des artérioles rénales avec le salé. Donc on augmentait les risques, évidemment, d'avoir à utiliser des catécholamines pour diverses raisons. Il y avait aussi, donc ça c'est sur les artères rénales. Et tout ça est dû à quoi? Eh bien tout ça est dû au fait que plus on utilise du chlore, plus on va avoir une concentration qui va augmenter tout au long du néphron. Et à la fin, dans le tube contourné distal, il y aura une extravasation de chlore dans la macula densa qui passe évidemment derrière l'artériole afférente. Je vous rappelle, l'artériole afférente, c'est celle qui arrive, l'artériole efférente, c'est celle qui sort du glomérule. Si on a et tout ce chlore qui baigne dans l'artériole afférente, évidemment, va augmenter la vasoconstriction de l'artériole afférente et va donc diminuer le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire. Et donc, à terme, augmenter le risque d'insuffisance rénale. Et ça a été montré évidemment dans d'autres études, notamment cette étude qui balançait versus salé, où la morbidité post-opératoire était moindre dès 2012, vous voyez, avec les solutés balancés. Alors il y a eu d'abord une grosse étude qui comparait salé versus balancé, qui n'avait pas montré de différence significative entre les groupes. Mais bien sûr, il n'avait pas dosé le chlore, ce qui était quand même problématique. Puis deux grosses études que je ne vais pas détailler sur des patients des urgences, 15 000 patients, puis sur des patients de réa, 15 000 patients encore, qui ont clairement montré une augmentation du risque rénal quand on utilisait du salé versus du balancé, et une analyse post-hoc de ces 30 000 patients, où on avait ressorti 1600 patients, un peu plus de 1600 patients qui étaient sceptiques, et où là on en avait une différence de mortalité en faveur des balancés contre le salé, donc quand on regardait les patients sceptiques. D'autres études sont sorties que je ne vous montre pas, l'étude BASIX des Brésiliens, puis encore une étude australo-néo-zélandaise qui ne montre pas de différence entre le balancé et le salé, mais parce qu'on a pris du patient tout venant, encore une fois. Et donc on verra, on ne remplit pas de la même façon tous les patients, et qu'évidemment si on augmente le bruit, c'est-à-dire en prenant une population très hétérogène, on n'arrivera pas à montrer de différence entre le salé et les balancés, puisque de temps en temps le salé est bénéfique, et de temps en temps ce sont les balancés qui sont bénéfiques. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que sur un groupe de patients, enfin pas de patients d'ailleurs, de volontaires sains, si on perfuse un soluté hypotonique versus un soluté isotonique, ou le salé, légèrement hypertonique, eh bien on se rend compte que la balance hydrosodée est mieux respectée dans le groupe qui a reçu de l'hypotonique et la diurèse est meilleure dans le groupe qui a reçu des solutés hypotoniques. Ce qui veut dire que sur l'hydratation de base, là qu'on met au bloc opératoire en réanimation, eh bien il vaut mieux utiliser un soluté légèrement hypotonique et donc il vaut mieux utiliser par exemple du ringer lactate qui est un très bon soluté de réhydratation qui est moins adapté au remplissage vasculaire, parce que comme il est hypotonique, il va plutôt aller en intracellulaire. Donc à moins d'avoir une hypovolémie intracellulaire, il vaudra mieux utiliser du soluté isotonique pour le remplissage et hypotonique pour la réhydratation. Évidemment, ça va dépendre du patient. Si le patient a plutôt des pertes suspyloriques, puisque je vous rappelle que le remplissage c'est pour les pertes de volume, plutôt des vomissements ou de la sonde nasogastrique en aspiration, on mettra plutôt du salé, puisque là on va perdre beaucoup de chlore.
Si en revanche ce sont des pertes sous-pyloriques, des fuites biliaires, de la diarrhée, une ileostomie haute, ben là on mettra plutôt du soluté balancé, puisque c'est plutôt des pertes de sodium. Et si on a un troisième secteur, occlusion, acide, épanchement, eh bien là on aura plutôt des pertes qui seront isoplasmatique, je dirais, c'est-à-dire qu'avec une concentration qui est très proche du plasma, et donc il faudra mettre des solutés qui sont le plus proches du plasma, et donc des solutés balancés, ou de l'albumine dans le cas de l'acide, par exemple, puisqu'on peut perdre des protéines. Dernière chose intéressante, juste pour vous montrer que la médecine, c'est compliqué. Cette étude en Afrique sur des enfants très sévèrement atteints septiques, notamment avec du paludisme grave ou avec d'autres atteintes septiques, ben, vous voyez, ils ont été répartis en trois groupes. Et sur ces trois groupes, un va avoir une mortalité plus basse que les deux autres. Et bizarrement, contrairement à ce qu'on pense, ceux qui vont avoir la mortalité la plus basse sont ceux qui ne vont pas recevoir de remplissage vasculaire, versus les deux autres groupes qui ont un remplissage vasculaire, soit par salé, soit par albumine. Alors, c'est pas pour vous dire, évidemment, il ne faut pas remplir les patients sceptiques, etc. Non, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est compliqué la médecine. Ces patients-là, ces enfants-là qui sont dénutris, hypovolémiques pourtant, et très sceptiques, eh bien, le remplissage va avoir des effets délétères chez ces patients pour des raisons physiologiques compliquées. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer à quel point les recettes de cuisine, à quel point le systématisme, le dogme, etc., peut avoir des conséquences sur des patients et que donc toujours il faudra réfléchir à la physiologie et à adapter au mieux les solutés, les traitements à la physiologie des patients. Donc voilà, pour terminer, en conclusion, eh bien, la surcharge hydrosodée est délétère, le tout restrictif est délétère, donc évidemment il va falloir monitorer au maximum la volémie, n'apporter du volume que pour corriger une hypovolémie, préférer les solutés hypotoniques pour l'hydratation de base, et puis on a plus d'acidose et de dysfonction rénale avec le NaCl, donc on va adapter le soluté à la physiologie, et on ne va pas jeter le NaCl, mais en revanche on va l'utiliser, on l'a vu, dans des circonstances où on a une alcalose et une perte de chlore. Enfin, les dextrans, ils sont interdits. Les gélatines, l'efficacité n'est non prouvée, les risques d'effets secondaires sont supérieurs encore aux HEA puisqu'il y a l'anaphylaxie, donc on ne l'utilise pas non plus. Les HEA maintenant sont interdits. L'albumine, on l'a vu dans l'étude SAFE, c'est comme les cristalloïdes. Est-ce qu'il y aura un bénéfice dans le sepsis? À voir, il n'y a pas vraiment d'études encore qui nous le prouvent. Et les coûts sont très élevés, donc on va le réserver aux hypoprotidémiques, hypoalbuminémiques. Le NaCl, il vaut mieux l'éviter dans le remplissage important, hein, l'acidose hyperchlorémique. On va préférer les solutés balancées pour le remplissage et le ringer lactate pour la réhydratation. Donc one size does not fit all, hein, c'est-à-dire une seule taille ne va pas à tout le monde, hein, c'est évident. Et même si vous tapez très fort pour faire rentrer un truc carré dans un rond, eh bien ça ne marchera pas. Donc on adapte évidemment à la physiologie du patient. Et vous pouvez vous référer aux dernières recommandations formulées d'experts sur le choix du soluté de remplissage en situation critique pour lesquelles j'ai été le coordonnateur d'experts. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. Merci au professeur Johannes Olivier Boyau pour cette présentation de qualité. Voilà, nous avons plusieurs questions, notamment une sur la stratégie. En fait, faut-il faire une différence entre la stratégie pour une intervention de courte durée ou pour une intervention de longue durée, notamment concernant cette gestion entre le libéral et le restrictif, en faisant un parallèle avec cette étude australienne très parlante. Bien, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Merci pour cette question. Donc, évidemment, c'est une question compliquée, vous l'avez vu, hein, il n'y a pas de réponse simple à tout ça. On ne peut pas systématiser. Alors, une intervention courte, en général, ne va pas nécessiter particulièrement de faire du remplissage à part si ça saigne ou autre, mais en général, il n'y a pas besoin de remplir. Tout ce qu'on va mettre, la plupart du temps, ne sera pas nécessaire parce qu'il n'y aura pas de perte de volume. Donc, ce sera du volume que le patient devra éliminer par ailleurs. Si c'est une intervention courte, en général, il ne recevra pas grand-chose. Donc, ce n'est pas un souci. Les interventions longues vont dépendre du type d'intervention. Ça va être complètement différent si on fait de la neurochirurgie qui ne saigne pas, par exemple,
ou de l'ophtalmo qui ne saigne pas, versus de la chirurgie lourde abdominale avec le ventre ouvert. Donc, une chirurgie longue, mais qui n'a pas de perte de volume, aura juste besoin d'avoir de l'hydratation en fonction des besoins du patient. Donc, ce sera souvent très léger. Et on est vraiment là sur une stratégie qui est plutôt restrictive, qui n'a pas de perte insensible particulière parce que le patient est réchauffé, on travaille sur le crâne, etc. etc. Donc là, ce sera vraiment de l'hydratation de base, en mettant le moins de volume possible, puisque ce sera que du volume en plus qu'il faudra ensuite éliminer, versus de la chirurgie lourde, longue, avec le ventre ouvert, où il y aura des pertes insensibles importantes, un peu de saignement, voire beaucoup, etc., où là, il faudra plutôt être sur le versant libéral. Donc, ça va vraiment, plus que la durée, ça va vraiment être le type d'intervention qui va nous guider sur le restrictif ou le libéral. En sachant que de temps en temps, il va falloir même mixer les deux. Le plus courant est par exemple les hépatectomies. Les hépatectomies vont saigner beaucoup si les patients sont trop remplis. Donc, il va falloir plutôt être sur un versant restrictif dans un premier temps de l'intervention pour aider le chirurgien. Et ensuite, il faudra rattraper le retard, puisque une fois l'hépatectomie faite, le saignement, le risque de saignement écarté, il faudra passer sur du libéral et sur du libéral pour la totalité de l'intervention. C'est-à-dire qu'il faudra rattraper ce qu'on a perdu sur le début où on était restrictif et puis rester sur du libéral sur la fin d'intervention et en post-opératoire pour éviter d'avoir des insuffisances rénales aiguës comme on l'a vu dans l'étude. Donc voilà, il va vraiment falloir s'adapter énormément au type d'intervention, encore plus qu'à la durée, je dirais. Merci. Je rebondis que vous avez parlé justement des pertes insensibles et on a une question qui est doit-on calculer ces pertes insensibles plutôt sur le poids réel ou le poids théorique du patient? Alors, c'est une bonne question. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la littérature à ce sujet. Globalement, on va pouvoir se baser sur le poids réel dans la plupart des cas. Quand on sera sur de l'obésité, quand là, le BMI va dépasser 35, il va plutôt mieux valoir se baser sur le poids théorique. C'est un patient de 200 kilos. Sinon, on va se retrouver, là, pour le coup, comme le remplissage va dépendre du volume sanguin, alors même si le volume sanguin suit le poids, quand le poids est vraiment très, très important, le volume sanguin est quand même pas dans les mêmes rapports que pour quelqu'un qui fait 70 kilos, plutôt musclé. Si on fait 200 kilos avec beaucoup de gras, par exemple, le volume sanguin en proportion, en pourcentage, ne sera pas le même en rapport au poids chez les deux personnes. Donc, plus on va s'écarter évidemment du poids habituel, que ce soit un BMI très bas ou un BMI très élevé, on va plutôt se référer au poids théorique que au poids vrai. Merci. Très bien. Et une autre question aussi qui est venue plusieurs fois, c'était aussi sur cette question de compensation du jeûne. Est-ce qu'il faut toujours continuer à compenser le jeûne dans le cadre de l'ambulatoire ou dans le cadre de la chirurgie conventionnelle programmée? Qu'est-ce qu'il en est à ce jour? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est pareil, c'est un vieux truc, un vieux serpent de mer qui traîne là depuis longtemps, alors que, par exemple, mon ami Laurent Muller à Nîmes a fait pas mal de papiers là-dessus. Clairement, à l'heure actuelle, il ne faut plus compenser le jeûne. Hein. On n'est plus dans les années 70 où les gens étaient à jeun pendant 12 ou 24 heures avant l'intervention, etc. Maintenant, on est sur du zéro, de la RAC, de l'ambulatoire. Sur la majorité des interventions, les patients vont boire jusque 2 heures avant, si c'est bien organisé. Donc, ils vont manger jusque 6 heures avant, boire jusque 2 heures avant. Clairement, il n'y a pas de raison de compenser le jeûne. Maintenant, il n'y a plus de raison de compenser le jeûne. Il va falloir juste, pareil, faire un petit bémol sur les patients en urgence, les patients qui ont des pathologies qui les ont empêchés de manger. On va penser aux œsophages, on va penser aux interventions en urgence avec des gens qui ont vomi beaucoup, par exemple, des gens qui ont eu beaucoup de pertes avec des diarrhées. Enfin voilà, il peut y avoir plein d'éléments extérieurs qui fait que le patient va arriver hypovolémique. Et donc là, on ne va pas compenser le jeûne.
on va compenser l'hypovolémie. Alors, elle peut être due à un jeûne prolongé, par exemple, de 3 jours, chez des patients qui n'auront pas pu manger. Elle peut être due à plein d'autres choses, mais le jeûne de base du patient qui vient, qui n'a pas de pathologie haute, qui n'est pas en urgence, qui n'a pas de problème particulier, qui doit pour une intervention réglée, d'autant plus qu'il vient sur du J0 ou sur de l'ambulatoire, ne doit pas avoir de compensation de jeûne. Si on met ces 500 millilitres qu'on laissait couler comme ça avant de façon systématique pour compenser le jeûne, bah, c'est 500 millilitres que le patient va devoir éliminer derrière et qui n'auront servi à rien, voilà, à part lui faire faire pipi 500 millilitres de plus dans les 12 heures qui vont suivre. Vraiment, merci Du coup, on est bien pour cet d'accord. échange. Voilà. Dès que possible, vraiment limiter le jeûne, en tout cas en termes d'hydratation, à 2 heures avant la chirurgie. Voilà, ça c'est C'est important. parfait. Par revanche, c'est important de bien de bien faire comprendre à tout le monde. C'est encore difficile dans certains secteurs de chirurgie où il y a encore cette peur de « ouh là là, il ne faut pas boire, il ne faut pas manger ». Voilà, faut bien faire passer le message de ces 6-2, moins 6 pour les solides, moins 2 pour les liquides, pour évidemment éviter au maximum le jeûne et permettre aux gens de s'hydrater jusqu'à proche de l'intervention. On a une autre personne qui nous demande sur les interventions longues avec un patient qui a un sondage vésical. On a beaucoup entendu que la diurèse horaire était un reflet d'un bon remplissage vasculaire. Est-ce que vous pensez que c'est un indicateur? Et si oui, de combien devrait-elle être cette diurèse horaire? Alors, la diurèse est un bon indicateur de la bonne perfusion rénale. Donc, il peut avoir plein de causes qui font baisser la perfusion rénale, sans obligatoirement qu'il y ait des troubles hémodynamiques généraux. Et puis, il va y avoir aussi une baisse de la diurèse sans qu'il y ait obligatoirement une hypovolémie. Donc, tout ça est également assez compliqué. Mais il reste que la diurèse est un bon reflet quand même de la volémie du patient et de la bonne perfusion rénale. Si le patient est bien, la diurèse, en général, devrait être aux alentours de 1 millilitre par kilo et par heure. Voilà, ça, c'est une diurèse normale. Jusqu'à 0,5 millilitres par kilo et par heure, on reste dans la normale. Entre 0,5 et 1 millilitre par kilo et par heure, la diurèse peut être considérée comme satisfaisante. Quand on va descendre en dessous de 0,5 millilitres kilo-heure, alors dans ce cas-là, on a une oligurie. Alors, elle peut être due à plein de choses. Et là, ça peut être dû effectivement à un déficit en volémie, à un problème de débit cardiaque, de perfusion rénale qui peut être autre avec un débit préservé, etc. Et là, il va falloir se pencher sur la question, pourquoi la diurèse est basse? Voilà, ça c'est sûr. Après, on peut avoir une diurèse qui est plus importante aussi. Là, en général, c'est souvent parce qu'on a forcé cette diurèse en mettant déjà trop de remplissage, ce qui peut arriver régulièrement. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de rester entre 0,5 et 1,5 millilitres kilo-heure. Là, c'est bien. Quand on descend en dessous, eh ben, il faut commencer à se poser des questions du pourquoi. Voilà. Des fois, on a la réponse et on ne va pas obligatoirement agir dessus, hein. Les hépatectomies, dont je parlais par exemple tout à l'heure, on va plutôt les mettre sur un versant restrictif au départ, donc la durée va baisser. Après, il faudra qu'elle redevienne normale, sinon c'est probablement qu'on n'a pas assez mis de remplissage. Voilà, donc c'est un bon reflet. C'est comme tout, c'est pas, voilà, c'est un paramètre parmi d'autres et il faut le suivre, effectivement. Merci beaucoup à vous. Nous avons encore peut-être le temps de faire une dernière question qui concerne un peu plus la pédiatrie. On a eu 2 questions à ce sujet, à savoir quel volume de remplissage et quelle soluté en pédiatrie. Oui, alors moi, je ne fais pas de pédiatrie. Ouais. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que la pédiatrie, plus c'est petit, plus le volume est petit chez le patient, puisqu'ils sont tout petits, plus les écarts de volume et les écarts d'électrolytes vont avoir des répercussions majeures. Donc, il va falloir être particulièrement précautionneux chez l'enfant dans ce qu'on va utiliser et en volume et en qualité de soluté. Et il y a souvent des solutés qui sont spécifiques à l'enfant d'ailleurs, en termes d'osmolarité, en termes de composition ionique. Parce que les moindres changements, quand on va mettre du volume dans l'enfant, les moindres changements en termes d'électrolytes, en termes de volume, vont avoir des répercussions très importantes parce que le volume de l'enfant est petit. Et donc, il ne faut pas grand-chose pour qu'on fasse varier les choses de façon très importante. Par exemple, on va faire de l'hydratation avec un volume, avec un soluté hypotonique chez l'adulte.
pour remplir le secteur intracellulaire et extracellulaire du ringère lactate, par exemple, qui est un bon soluté de réhydratation. Si on met ça chez l'enfant, on va très rapidement avoir une hyperhydratation intracellulaire, par exemple, avec des conséquences qui peuvent être importantes. Donc, voilà, il faut vraiment, chez l'enfant, encore plus de précautions, des solutés spécifiques, encore plus de précautions sur le volume et la qualité du soluté qu'on utilise. Les variations vont être ressenties de façon majeure chez l'enfant. Plus il est petit en plus, plus ça va être important. Oui, tout à fait. C'est bien ce qui est ressorti dans votre conclusion, hein, de vraiment s'adapter, adapter le soluté à la physiologie, effectivement. Merci pour ces précisions. Bon, je pense qu'on a eu un bon échange autour du sujet qui est sans fin. Hein, c'est vrai qu'on aura encore plein d'autres questions. Nous pouvons peut-être du coup clôturer ce webillade du 9 novembre. Donc, voilà, on tenait à vous remercier encore une fois, professeur Olivier Johannes Boyau, pour cet échange et puis cette présentation. Merci aussi à la technique pour cette gestion du webillade et notamment, je pense à François Régis. Merci à Charline Beach pour cette modération, au comité IAD. Et puis, le prochain web IAD aura lieu le 5 décembre et ce sera sur les lauréats du congrès 2022. Et notamment aussi en 2023, il y aura d'autres web IAD sur d'autres sujets, sur les différents portraits des IAD, avec des exercices professionnels atypiques, mais aussi des web IAD sur des bonnes pratiques professionnelles, comme notamment en matière de monitorage de la profondeur de l'anesthésie, et aussi sur la gestion per anesthésie dans la chirurgie hépatique. On a déjà un petit peu échangé justement sur le remplissage en chirurgie hépatique. Voilà. Il y a également la dernière veille bibliographique, la numéro 6, qui est en ligne sur l'onglet paramédical du site de l'ASFAR. Et puis pour terminer, n'oubliez pas de souscrire au pack éducationnel. Donc pour rappel, ce pack permet de profiter de nombreux avantages, dont notamment l'intégrité du contenu du site de l'ASFAR, l'accès gratuit aux formations de l'ASFAR, l'accès à l'application également, la consultation des revues et aussi l'entrée au congrès qui est offerte. Voilà. On vous souhaite tous une agréable journée. Merci de votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci à vous, bonne journée.